Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Nous commençons tout de suite avec la visite du président rwandais Paul Kagame en France. Le président français Emmanuel Macron a donc reçu aujourd'hui à l'Élysée Paul Kagame ainsi que plusieurs dirigeants d'entreprises de la Silicon Valley pour un déjeuner de travail en amont de la conférence Vivatech, une conférence consacrée à la promotion de l'innovation technologique. Cette visite de Paul Kagame est la première officielle depuis 2011. Alors pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui se joue derrière cette visite, nous sommes rejoints par un invité qui est à Paris, si je ne m'abuse. Le Rwanda est certes l'un des pays africains en pointe en termes de numérique, mais il y a certainement beaucoup plus à lire dans la présence du chef d'État rwandais qu'une simple visite autour de la technologie. Bonsoir Jean-François Dupaquier. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain. Dites-nous, cette visite est la première de Paul Kagame à l'Élysée en 8 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Les relations avec François Hollande étaient assez mauvaises car le précédent président était membre de l'Élysée du cabinet de François Mitterrand en 1994 et partageait visiblement la politique qui a été menée à cette époque vis-à-vis du Rwanda. Et donc l'élection d'Emmanuel Macron a permis d'ouvrir un rapprochement avec un jeune président qui était un adolescent au moment du génocide, donc il n'a rien à se reprocher, qui n'a pas de contentieux avec le Rwanda. Il ne porte pas la de culpabilité, si culpabilité il y a du côté français, de ces accusations portées contre la France, qui a été accusée à plusieurs reprises d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Quand nous préparions cette émission, Monsieur Dupaquier, vous avez insisté sur l'importance de la technologie. Moi, je parlais plutôt de l'importance de la démarche diplomatique, mais pour vous, la technologie et la présence de Paul Kagame à Viva Technologies n'est pas un détail. Il faut se rappeler dans quelle situation se trouvait le Rwanda à peu près à l'époque du génocide et même avant le génocide des Tutsis de 1994. C'était un pays extrêmement arriéré où la famine régnait de façon endémique pour un pays de 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, avec plus de 12 millions, les problèmes alimentaires sont entièrement réglés, la pauvreté est largement éradiquée et tout ceci tient à un mode de gouvernance spécifique du président Kagame qui veut promouvoir les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de gestion, aussi bien industrielles, agricoles, de services. Et bien évidemment, les nouvelles technologies jouent un rôle extrêmement important. On constate, quand on visite la campagne rwandaise, par exemple, que toutes les écoles, y compris les écoles primaires, sont connectées à Internet, que les lycéens, les collégiens, les élèves ont des tablettes. Et donc, quand ils voient arriver un touriste, ils disent email, email, et ils veulent communiquer par email. Ils sont vraiment tout à fait au top de la technologie. Alors très bien, je voudrais qu'on revienne quelques instants, si vous le voulez bien, sur le volet politique des relations franco-rwandaises. Donc, est-ce que ce réchauffement augure de la fin du contentieux totalement ? Il y a beaucoup d'idéologie derrière les mésententes, les malentendus, les incompréhensions et parfois l'agressivité. On parle aujourd'hui du problème de la francophonie au Rwanda comme si on découvrait que ce pays est d'abord rwandophone. Les Rwandais, ils parlent d'abord le Kinyarwanda. À l'époque du président Habyarimana, voici 25 ans, environ 5% des Rwandais parlaient français. Alors on dit que la francophonie a disparu. Pas du tout. Aujourd'hui, 15 à 20% des Rwandais parlent le français, parlent l'anglais, parlent bien évidemment. Alors 15 à 20%, mais tout de même, depuis 2009, le Rwanda est officiellement anglophone. Comment comprendre que ce pays brigue alors la présidence de l'OIF, mieux que la France soit favorable à sa candidature? Le président Macron, vous le savez, Monsieur Dupaquier, a annoncé officiellement son soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères rwandaise. Tout à fait, mais je crois qu'il s'agit d'une relation entre deux présidentes qui se veulent à la fois très modernes, en rupture avec le passé et très pragmatique. Et bien évidemment, la position du Rwanda est importante dans le monde de la francophonie. D'abord, c'est un pays très peuplé, plus de 12 millions d'habitants, très bien placé en Afrique centrale.
Et puis, Paul Kagame est président de l'Union africaine. Ça n'est pas rien. C'est un chef d'État très populaire dans les élites urbaines et jeunes africaines. Tout ça, ce sont des éléments qui comptent beaucoup. Par ailleurs, on a entendu beaucoup d'erreurs sur le passé et le contentieux qu'on veut un peu réinventer en permanence. Jamais le Rwanda n'a quitté l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il ait adhéré au Commonwealth, ça fait partie de son pragmatisme. J'ai l'impression que les Rwandais sont prêts à adhérer à toutes les organisations internationales qui peuvent les servir. Et vous, c'est une attitude qui vous fait sourire? Je pense que ça fait partie d'un mode de gouvernance. Vous savez, le président rwandais parle de agaciro, c'est-à-dire la dignité. Il veut rendre à son pays la dignité. Cette dignité passe par la prospérité. Il veut créer une sorte de petit Singapour au cœur de l'Afrique des Grands Lacs. Et il est en train d'y parvenir avec un taux d'augmentation du PNB de 5 à 7% par an, qui est presque inouï en Afrique. Et qui fait pâlir certainement ses voisins de la région. Merci beaucoup Jean-François Dupaquier. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Merci pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer sur la visite de Paul Kagame en France. Une visite qui a commencé aujourd'hui et qui se terminera demain. Allons au Cameroun. Entre Yaoundé et Washington, le torchon brûle, surtout côté camerounais. Yaoundé a dénoncé l'infantilisation de la nation camerounaise suite à un communiqué des États-Unis suggérant au président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, de, je cite, réfléchir à son héritage et à sa place dans l'histoire avant la présidentielle prévue en fin d'année. C'est en toute connaissance de cause que les Camerounais mettent leur bulletin dans l'urne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary. Tempête dans un verre d'eau, enjeux électoraux, ingérence impérialiste. Tâchons de comprendre ce qui se joue pour chacun des acteurs concernés avec notre invité, le professeur Manassé Aboya Ndong. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Vos lumières sont les plus que bienvenues. Tout d'abord, qu'est-ce qui justifie la convocation de l'ambassadeur Baldwin? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? En réalité, sous peine de confirmation de l'invitation, voire la convocation effective de l'ambassadeur des États-Unis, parce que quand on voit le compte rendu qui en a été fait dans la presse, tout le monde parle au conditionnel. Tout le monde dit que l'ambassadeur aurait été invité, confirmant par là les rumeurs qui circulent depuis un bon bout de temps dans les réseaux sociaux évoquant cette convocation. Mais, plus précisément, il s'agit davantage du compte rendu de l'entretien qui a été fait par l'ambassadeur dans un communiqué qui a été publié par l'ambassade de France à Yaoundé, qui indiquait un certain nombre de points qui auraient été évoqués durant l'entretien avec le président camerounais. Et parmi ces points-là, il y a le point relatif à l'évocation du souci de laisser un héritage aux Camerounais, à l'instar de George Washington ou de Nelson Mandela. Et donc, cette évocation en termes d'exemplarité par rapport à ce président-là a été récupérée dans la presse par les médias sociaux également, les réseaux sociaux, et ça a mis le feu aux poudres au point où il n'y a que de ça qu'on parle à l'heure actuelle. On ne parle que de cette évocation de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Alors, si je vous entends bien, c'est donc ces propos attribués à l'ambassadeur seraient considérés comme une forme de... allez, on donne des leçons au Cameroun et aux Camerounais? Oui, une partie de l'opinion publique estime que c'est une sorte d'ingérence dans la politique intérieure du Cameroun. Une autre opinion indique que l'ambassadeur n'avait pas à évoquer ce genre de problème parce que le Cameroun est un État souverain qui a la latitude de choisir lui-même son président sans recevoir des leçons de personne. En clair, il s'agit d'une opinion divisée parce que de l'autre côté, bien entendu, les partisans des partis d'opposition estiment que l'ambassadeur a raison et donc soutiennent cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Donc voilà, il y a quasiment deux camps qui sont opposés et condamnent d'un côté la réaction de l'ambassadeur des États-Unis et d'autres soutiennent
effectivement la prise de position de l'ambassadeur des États-Unis qui a été relayée à travers ce communiqué. Revenons à l'ambassadeur et à ses propos. Il avait renvoyé dos à dos le gouvernement camerounais et les sécessionnistes anglophones. Il les avait renvoyés à leurs responsabilités. Est-ce qu'au fond, ça n'est pas ça aussi qui dérange ? L'ambassadeur avait été beaucoup plus précis, avait indiqué que le président de la République devait utiliser son leadership pour amener les uns et les autres à déposer les armes et à revenir au dialogue. En réalité, ce point avait également été relayé avec les propos déformés de l'ambassadeur des États-Unis. Et ces propos indiquaient exactement que l'ambassadeur avait uniquement condamné le gouvernement camerounais. Mais une fois que le communiqué a été publié, on a constaté que l'ambassadeur avait condamné les deux parties en les appelant tous les deux. Justement, c'est ce sur quoi je vous interrogeais. Je ne vous interrogeais pas sur les spéculations, mais bien sur les propos de l'ambassadeur. Est-ce qu'au fond, cette manière de renvoyer chacun à ses responsabilités, aussi bien le gouvernement que les sécessionnistes, est-ce que ça n'est pas ce qui lui vaut aussi l'inimitié des uns et des autres ? Est-ce que ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que est-ce que tout ce débat n'est pas une manière d'éviter le débat autour du sécessionnisme et du fédéralisme éventuellement au Cameroun ? Naturellement, la sortie par rapport à cette question-là mettait en évidence le rôle impartial de l'ambassadeur des États-Unis, qui est naturellement dans son droit d'appeler les uns et les autres au dialogue en condamnant l'usage abusif de la force. Donc, je crois que ce point n'a pas longtemps été évoqué dans la presse. On est davantage parti au niveau de l'héritage à laisser en termes de succession, voire en termes de ne plus se représenter à la prochaine présidentielle, tel que relayé aujourd'hui par les médias camerounais. Très bien, merci professeur Manasseh Aboya Ndong. Vous enseignez à l'université de Douala. On a bien compris qu'avec ce débat autour de l'ambassadeur, on regarde plutôt le doigt que la lune au Cameroun. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait en dire ce soir. Si vous êtes habitué du Monde aujourd'hui, vous avez constaté que vous n'avez jusqu'à présent pas vu d'images et nous vous présentons nos excuses. Nous ne sommes pas en mesure de vous les fournir ce soir. J'espère que nous nous conservons votre attention. Nous allons pouvoir continuer dans ce journal sans images, mais avec des interventions tout aussi intéressantes les unes que les autres. Allons tout de suite en RDC pour parler de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'ouest du pays. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la séquence est décisive et les prochaines semaines permettront réellement de déterminer l'ampleur de la propagation et donc d'évaluer la réponse à apporter. L'organisation espère vacciner 10 000 personnes d'ici un mois. L'épidémie a déjà tué 27 personnes depuis qu'elle a été déclarée le 8 mai à Bikoro dans la Chouapa. Rendons-nous justement dans la Chouapa. Mbandaka, la capitale provinciale, 1 200 000 habitants et un marché central. Les consommateurs peuvent y trouver notamment des fruits, des tissus et de la viande de brousse qui se vend moins bien depuis qu'un cas d'Ebola a été découvert dans la ville la semaine dernière. Le récit est de Blanche Sanou. Au marché central de la ville de Mbandaka, les commerçants ont installé leurs marchandises. Au menu, de la viande de brousse sur les étalages. Les mouches aussi s'invitent sur les lieux. Des clients se faufilent, mais pas trop d'affluence sur la table de Maman Fanny. Elle figure parmi de nombreuses vendeuses de viande dans la région. Mais depuis l'annonce de l'épidémie d'Ebola, son business a pris un coup. Nous ne savons pas vraiment d'où vient cette maladie d'Ebola. Nous vendons de la viande de singe tous les jours et les gens l'achètent. Ce business est un héritage de mes parents. Et en ce temps-là, personne ne parlait d'Ebola. Qu'allons-nous faire maintenant avec cette entreprise de viande de singe? D'où vient cette histoire d'Ebola même? Les experts qui ont étudié le virus Ebola depuis sa découverte en 1976 le long de la rivière Ebola au Congo soupçonnent les chauves-souris de la forêt d'en être à l'origine. Des liens ont également été établis avec les carcasses d'animaux fraîchement abattus et consommés sous forme de viande de brousse. Cette fois-ci, les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par la présence de la maladie à Mbandaka. Une situation qui inquiète de plus en plus les vendeuses de viande de brousse. Avant l'épidémie, nous vendions un morceau de viande jusqu'à 20 000 francs CFA. Mais maintenant, avec cette histoire d'Ebola, nos chiffres d'affaires ont chuté.
Toutefois, les gens achètent encore de la viande tous les jours et je prie Dieu de nous protéger tous contre cette maladie. Les habitudes de consommation de viande sauvage sont bien ancrées dans la vie quotidienne des habitants de Bandaka. Quelques femmes sont néanmoins déterminées à sauver leur entreprise, mais la situation demeure critique. C'est la magie du direct. Il a suffi d'évoquer l'absence d'image pour qu'elle revienne. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Dexter Clark à 3 ans. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Tout de suite, les titres. Au Royaume-Uni, la 3D au secours de chirurgiens qui tentent de sauver des vies lors d'interventions complexes. Le club de football anglais Arsenal a un nouveau sponsor pour la saison prochaine, le Rwanda. Au Maroc, ignorant les préjugés, de plus en plus de jeunes filles révolutionnent les plages en s'adonnant au surf. Entrons dans la seconde partie de votre journal avec la rubrique hebdomadaire de Arzouma Compaoré. J'ai nommé Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? Parlons peu, parlons bien. Eh bien, après le Congrès américain, c'est au tour de l'Union européenne, d'entendre le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Hier, ce dernier a présenté ses excuses devant le Parlement européen pour les lacunes de son réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs, illustrées par le scandale Cambridge Analytica. Notons par ailleurs qu'il en a profité pour se rendre en France un jour avant le début de Vivatech Paris, où une soixantaine de patrons de la technologie mondiale se sont rencontrés. Les présidents Macron de la France et Kagame du Rwanda étaient également présents. Alors rappelons que c'est vendredi que la législation européenne visant à mieux protéger les données personnelles entre en vigueur. Et justement, sur cette question de la protection des données, on se demande bien quand l'Union africaine recevra elle aussi des explications du boss de Facebook. Peut-être qu'elle ne les a pas demandées, allez savoir. Chaque mercredi Arzouma, un focus de la semaine, quel est-il aujourd'hui ? Alors, dans le cadre de Vivatech Paris, dont nous parlions tantôt, justement, qui ouvre ses portes demain, 24 mai, 10 compagnies tech sont finalistes de la Sanofi Africa Tech Initiative. Sagittarius est l'une de ces startups, fondée en 2016 par le Camerounais Mokalantom. Cette startup Health Tech, basée au Kenya, a développé une application d'échange d'informations sur la santé mobile appelée iSecure. L'application permet aux utilisateurs d'accéder à des médicaments de qualité aux tarifs les plus abordables, tout en intégrant des prescriptions numériques des fournisseurs. Alors, les 10 ont été sélectionnés sur la base de 5 critères, à savoir des résultats positifs dans au moins un pays africain, la maturité du projet, la pertinence de la solution, le potentiel du marché et du modèle économique, les compétences, l'expertise et l'expérience de l'équipe et enfin la faisabilité scientifique. Alors, pour finir, c'est la rubrique Folie d'invention, qui est la rubrique dans laquelle on n'arrête pas le progrès, on le précipite. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors, folie, survoler Paris du fond de son fauteuil, ou presque. Eh bien, c'est possible. Le Flyview, c'est une expérience qui combine à la fois réalité virtuelle et simulation physique pour offrir aux touristes et aux Parisiens des sensations uniques de survol de la ville. Les images ne sont pas des images de synthèse, mais bel et bien des images réelles filmées à basse altitude en drone.
Un survol de Ouagadougou ou de Kinshasa, muni d'un jetpack virtuel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour Afrotech. Mais avant de partir, Anna, un nouvel exemple de l'utilité de nouvelles technologies. Les chirurgiens du Royaume-Uni utilisent l'impression 3D dans les interventions complexes afin de sauver des vies. Alors, Jessica Omari a voulu en savoir plus et c'est moi qui vous en parle dans un sujet qui suit. Dexter Clark a 3 ans. À cause de son état de santé, il avait besoin d'une greffe de rein. Celui de son père étant trop gros, les chirurgiens ont dû faire recours à l'impression 3D pour reproduire son abdomen et le rein de son père pour s'assurer que l'opération était possible. En 2015, la fondation Guy et Saint-Thomas NHS a été la première au monde à utiliser l'impression 3D pour assurer la transplantation réussie d'un rein adulte chez un enfant. Les matériaux reproduisent la mobilité et l'élasticité de l'anatomie humaine. En 2015, la fondation Guy et Saint-Thomas NHS a été la première au monde à utiliser l'impression 3D pour assurer la transplantation réussie d'un rein adulte chez un enfant. Alors que la bioimpression 3D prendrait encore quelques années, l'expérience des Clark a été immédiatement transformatrice. Les chirurgiens croient qu'un jour, cette technologie pourrait être capable d'imprimer des vrais tissus fonctionnels. Et voilà. Merci Arzouma Compaoré. Merci Anna. La passion contagieuse d'Arzouma Compaoré pour les nouvelles technologies revient mercredi prochain. Mais tout de suite, place au sport. Bonsoir Yakou Ouedraogo. Bonsoir Anna et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Eh bien, pour la saison prochaine, en Premier League, vous pourriez lire Visite Rwanda sur le maillot d'Arsenal. Ce pays d'Afrique centrale est le nouveau sponsor du club anglais. Le Rwanda a signé un contrat de sponsoring de 3 ans avec Arsenal. Aucun chiffre n'a filtré sur son montant. Les autorités rwandaises disent par contre vouloir promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive. L'accord prévoit par ailleurs que les joueurs et joueuses d'Arsenal se rendront au Rwanda et que des entraîneurs du club, y donneront des stages pour promouvoir le football local. Et puisqu'on parle d'Arsenal, le club londonien a un nouvel entraîneur. Son nom, Unai Emery, l'ancien coach du PSG. L'Espagnol de 46 ans succède à Arsène Wenger, vainqueur de la Ligue Europa en 3 reprises de 2014 à 2016 avec le FC Séville. Eh bien, Emery a soulevé 7 trophées en 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Et pour ses premiers mois en tant que coach d'Arsenal, il n'a pas manqué d'éloges à l'égard de son prédécesseur, qui est bien sûr Arsène Wenger, en disant de lui notamment qu'il est le meilleur entraîneur au monde, bien sûr. Au Ghana, c'est que si Niantaki, qui est dans de beaux, ou devrait-on dire dans de sales draps, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération ghanéenne de football suite à une demande spéciale du président Nana Akufo-Addo. Il est reproché à M. Niantaki d'avoir utilisé frauduleusement le nom et le bureau du président pour des affaires personnelles. Et d'après la presse locale, il aurait à plusieurs reprises promis à des personnalités de leur faire rencontrer le chef de l'État contre des avantages financiers. Et pour terminer, on l'évoquait déjà hier, c'est fait, le sélectionneur Aliou Cissé a donné rendez-vous à ses troupes dans la station balnéaire de Sali, à 80 km au sud-est de Dakar. Et pour le premier entraînement, seuls 7 lions étaient présents. Les autres doivent arriver dans la semaine, dit-on. Un drapeau officiel du Sénégal sera symboliquement remis demain jeudi à la délégation par le président Macky Sall. Puis un dernier entraînement aura lieu vendredi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, avant le départ pour Vittel en France pour la suite du stage avant Russie 2018. C'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive du jour. Il s'appelle Yacouba Ouedraogo et on le retrouve demain dans la rubrique sport. Tout de suite, ça n'est pas de la compétition, mais c'est du sport aussi, avec un contexte particulier. Jugez-en plutôt au Maroc, sur la plage populaire des Zoudayas à Rabat, où les femmes portent plus volontiers des djellabas et des burkinis que des maillots de bain. Les filles sont de plus en plus nombreuses à affronter les préjugés avec une planche de surf. Salwa Jafari. Rim Bechar fait partie des quelques surfeuses qui défient les préjugés de la société marocaine. Vêtue de sa combinaison de surf intégral, une planche de surf sous le bras, les vagues de l'Atlantique l'attendent à bras ouverts. Ici, dans notre région, les habitants ont l'habitude de voir des filles dans l'eau. Ce n'est pas aussi problématique qu'il y a 4 ans. À l'époque, c'était un peu plus difficile.
Le surf est entré dans le paysage marocain dès les années 60. Selon l'histoire locale, il aurait vu le jour à Mehdia, une station balnéaire populaire située à une trentaine de kilomètres au nord de Rabat, quand des militaires d'une base franco-américaine ont introduit les premières planches dans le pays. 48 ans plus tard, beaucoup de surfeuses marocaines ont toujours du mal à se faire accepter, des fois par leur propre entourage. J'espère que toutes celles qui se sont vues interdites par leur père ou leur frère vont persévérer et suivre cette voie parce que le surf va les rendre dynamiques et actives. Après, elles se feront elles-mêmes une idée de ce sport. Dans les pays musulmans, les tenues de sport, les postures, les mouvements du corps sont souvent mal perçus. Au Maroc, malgré les efforts de promotion de la condition des femmes, les mentalités évoluent lentement. Selon une étude publiée en 2017 par l'ONU, 72% des hommes et 78% des femmes pensent qu'une femme habillée de façon provocante mérite d'être harcelée. Mais au club de surf de Rabat, une vague de tolérance se fait ressentir. Avant, on les regardait de loin. Aujourd'hui, les filles qui surfent viennent seules. Ce n'est plus un problème pour elles de tenir la planche et de se débrouiller dans l'eau. Sur la plage des Oudéya à Rabat, longtemps réservée aux garçons amateurs de football qui viennent pratiquer sur le sable, Rim et Ikram bravent des vagues et le regard des autres pour l'amour de la glisse et de la liberté. On reste au bord de l'eau, on y est si bien, utilisant des données recueillies à partir de drones sous-marins, de navires marchands, de bateaux de pêche et même d'explorateurs. Un nouveau projet scientifique de l'Australie et du Japon vise à cartographier le fond des océans d'ici 2030 et résoudre l'un des mystères les plus durables au monde. Les responsables du projet Seabed 2030, Seabed 2030, soulignent que si nous connaissons la surface de la Lune et de Mars, nous ignorons bien au-delà de 70% de ce qui compose les océans et qui ne sont pas bien cartographiés. Le défi est monumental. Il s'agirait de 190 millions de kilomètres carrés à cartographier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est John Lyndon qui sera ici. Même lieu, même heure. Très belle soirée avec VOA Afrique. Émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et Nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et Nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord.
Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!